Hello à tous, chers WeBasketteurs et WeBasketteuses. Il est 19h06. J'ai 6 minutes de retard sur le live, mais je suis quand même content d'être avec vous ce soir. J'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va. J'ai mis pas mal de temps à préparer ce petit live. J'espère qu'il vous plaira. Salut Thibaut, premier arrivé. Super. Merci. Salut Mélissa. Alors, comme vous le voyez ce soir, il y a les thèmes qui sont annoncés. Alors, la Ligue féminine, dernier sprint avant les playoffs, effectivement, il reste une journée avant la fin des playoffs. La fin d'un cycle à Villeneuve, il y a des départs à la fin de la saison qui ont été annoncés cette semaine. La fin d'un cycle à Bourges, alors là, ça c'est tombé hier. J'ai cru d'abord que c'était un poisson d'avril, mais c'est pas un poisson d'avril. Il y a vraiment aussi la fin d'un cycle à Bourges. Bonsoir Mélissa. L'Eurocoupe, c'est la finale. C'est demain la finale, le premier match final aller entre Nedaïda Orenbourg face à Lat Montpellier. Donc premier match en Russie à 16h. Attention, demain à 16h, mercredi. Et enfin, comme la dernière fois, je vous propose de faire une proposition de thème, hashtag thème, ou hashtag thème pas. C'était... Ouais, bon, d'accord. Donc je vous propose dans les commentaires, je vais essayer de regarder vraiment régulièrement sur les commentaires. Là, ça se passe là, à ma droite. Si vous avez des propositions. Comme la dernière fois, je vais aussi vous demander un titre. Il y a eu quelques petites propositions. Il y avait We Talk Basket. Il y a eu Entre deux aujourd'hui qui a été proposé. Le journal de Steph. Les infos de Steph, quelque chose comme ça, et puis Girl Power, un truc genre Girl Power. Donc n'hésitez pas, hashtag titre, on va proposer un nouveau titre. Allez, on y va, on se lance, et on va parler du premier sujet, la Ligue féminine de basket. Donc il y a eu donc une journée qui s'est déroulée donc dimanche après-midi, ce qui explique pourquoi je fais ce live mardi soir. Je préférais le faire le lundi soir, mais vraiment quand je suis sur un match et que je dois faire des montages le dimanche, forcément je fais aussi beaucoup de montages le lundi et j'ai pas le temps de préparer ce live. Donc un petit décalage, quand les matchs sont le dimanche, on fera le live le mardi soir. Et quand les matchs seront le samedi, comme la semaine prochaine les matchs sont samedi, là je ferai le live le lundi soir. Pour la petite histoire. Voici les résultats de la 21e journée de Ligue féminine de basket. Alors, Montpellier est allé gagner à Tarbes, Villeneuve a perdu sur son terrain face à Bourges, Basketland a battu le Hainaut, Lyon a battu Nantes, Charleville est allé gagner à Mondeville et La Roche est allé gagner à Landerneau. En fait, il n'y a pas eu de surprise pour le moment. En fait, il n'y a pas eu de surprise lors de cette première journée, je vais vous le remettre d'ailleurs. À chaque fois, l'équipe la mieux placée, la mieux classée a gagné le match. Les matchs les plus disputés, et en fait sont les plus logiquement disputés, c'était les matchs entre Tarbes et Montpellier. Tarbes qui se bat vraiment pour la place en play-off, et puis le match entre Villeneuve et Bourges, un classique de ces dernières années. Alors je vous ai fait un petit résumé au niveau individuel. Je trouve ça intéressant, je vais vraiment essayer de faire ça à chaque semaine. Bon, là ensuite on va arriver assez rapidement en playoff. Quelle était la meilleure marqueuse de la journée? C'est Chakwedia Wallace, la joueuse du Nantes Rosé Basket, qui en fait a marqué quasiment la moitié des points de son équipe, puisqu'elle a mis 28 points sur 63 points marqués par les déferlantes de Nantes. Petit aparté, le record de la saison est détenu par Paulina Konga qui a marqué 32 points sur un match. C'était face à Landerneau si je me souviens bien. Lors de cette 21e journée, les meilleures rebondeuses sont Catherine Plouffe de Bourges et Batabé Zemparé du Hainaut Basket avec 14 rebonds. J'ai pas trouvé le record de la saison. Ça doit être un peu plus que ça puisque il y avait déjà un record de rebond offensif de Clarissa Dos Santos qui était à 10 rebonds offensifs. La meilleure passeuse de cette 21e journée est Marine Johannes. On la connaît un petit peu moins dans le rôle de passeuse, plutôt en rôle de serial shooteuse, serial scoreuse, avec un jeu spectaculaire, mais elle est aussi capable de faire de nombreuses passes, y compris spectaculaires. Le record de la saison est détenu par Amel Boudera avec 13 passes sur un seul match. Je crois que c'est également à Landerneau que ce record a été battu d'ailleurs. Et au niveau des interceptrices, on en a deux.
qui sont Catherine Plouffe et Géraldine Robert. Vous voyez, Catherine Plouffe, elle a quand même fait un gros match à Villeneuve, puisqu'elle est meilleure rebondeuse de la journée de championnat et aussi meilleure interceptrice de la journée de championnat. Et on a aussi Marine Johannes. Donc on s'aperçoit effectivement que Bourges a dû s'employer pour battre Villeneuve. C'était mal engagé. Donc j'ai assisté au match. Vous avez déjà pu voir les interviews d'après-match de la confrontation entre Villeneuve et Bourges. C'était un vrai classique. C'était un vrai match comme un match d'Euroleague. C'est deux équipes qui ont l'habitude de se rencontrer. Et donc après ce live, je vais m'occuper du montage du résumé de ce match que vous aurez donc soit dans la soirée, soit demain dans la matinée. J'ai décidé par rapport à cette journée de Ligue féminine que je vais vous remontrer, j'ai décidé également de voir en détail un petit peu plus particulier un match donc en dehors de celui entre Villeneuve et Bourges dont on a couvert pas mal de choses, vous verrez les images. Il y a un autre match que je trouvais très intéressant, c'était le match entre Tarbes et Montpellier. Et je suis allé voir un petit peu dans les statistiques. Je suis allé voir l'équipe de Montpellier. En fait, il y a une joueuse dont j'ai déjà parlé la dernière fois, elle va être transférée à la fin de saison de Montpellier vers Lyon. C'est la joueuse qui a la meilleure évaluation dans le championnat de France de Ligue féminine de basket, avec un peu plus de 19 de moyenne en évaluation, c'est Elena Siak. Donc c'est la première ici, la première ligne. Vous voyez qu'elle a encore fait 13 points, 9 rebonds, à un cheveu du double-double. Avec ça, elle fait encore 2 interceptions et un contre. Et bien sûr, elle collecte une évaluation de 20. Donc elle augmente même encore un petit peu sa moyenne en termes d'évaluation. Et à côté de ça, on a une autre joueuse qui est beaucoup plus jeune, beaucoup moins référencée, qui s'appelle Ornella Bancolé, qui a fait un carton en termes d'adresse. Vous voyez, 4 sur 6 en adresse, 2 sur 3 à 2 points, 2 sur 3 à 3 points, c'est 66% de réussite, et en plus 3 sur 4 au lancer franc, 75% de réussite, donc une énorme adresse de la part d'Ornella Bancolé. Quand même, à signaler, ce qui est vraiment flagrant sur la fiche statistique de Montpellier, c'est que vous avez les temps de jeu qui sont énormes de la part de 9 joueuses. Il y a Tina Trebeck qui joue un petit peu moins que les autres, mais vous avez toutes les autres joueuses qui ont un temps de jeu au-dessus de 15 minutes. Et donc il y a une vraie volonté de la part de Montpellier de gérer son effectif en vue des diverses échéances, dont le match de Coupe d'Europe qui a lieu mercredi quand même. Et ensuite il y a un autre match qui sera très important ce week-end face à Bourges, on en parlera un tout petit peu plus tard, qui permettrait à Montpellier de passer deuxième du classement juste avant de jouer les playoffs. Donc vraiment, et d'ailleurs Thibaut Petit me le confiait quand ils étaient venus au Hainaut, il y a vraiment à la fois la volonté de gagner des matchs, mais aussi à la fois la volonté de gérer l'effectif. De toute façon, Montpellier est armé. Quand on part, je vais remettre l'image, mais quand on part avec Andy Miem et Anna Dabovic sur le banc, voilà, on a Anna Dabovic qui a joué 16 minutes, Andy Miem qui a joué 21 minutes, mais ces deux joueuses-là ont commencé sur le banc, sont quand même deux des meilleures joueuses européennes. C'est quand même un luxe pour Montpellier. Mais en tout cas, c'est bien géré, les joueuses ont l'air d'adhérer. À chaque fois, en fait, les joueuses qui sont sur le terrain font leurs preuves et sont performantes. Je me suis attardé sur Elena Siak, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est en tête du classement de l'évaluation moyenne. Vous voyez, elle est devant Julie Allemand, Jasmine Bailey, Karliata Diaby. Je pense que la meilleure joueuse de la saison sera parmi ces joueuses-là. Elena Siak a de grandes chances, parce que vraiment elle a fait une très très grosse saison. Julie Allemand, qui est la meneuse du Lyon Asvel féminin, qui est premier du championnat, qui sera premier de la saison régulière, a fait également une grosse saison. Jasmine Bailey à la Roche-Vendée, très très performante. Karliata Diaby, qui est vraiment une grosse, la grosse cote de cette saison, qui fait un très gros boulot à Landerneau. L'autre joueuse dont je vous ai parlé, c'est Ornella Bancolé. Ornella Bancolé, je suis allé voir ses stats il y a quelques semaines en termes d'efficacité au shoot à 3 points. Ici, on a le classement des meilleures shooteuses à 3 points. J'ai retiré les joueuses qui ont par exemple fait 1 sur 1 ou qui ont pris très peu de shoot dans la saison.
Là, on a vraiment les grosses shooteuses de la saison. En numéro 1, Kalina Lewis, bien entendu, elle est réputée pour ça, c'est vraiment l'artilleuse en chef au niveau de Charleville. Ornella Bancolé, 45%. Elle a pris 65 shoots cette saison, elle en a mis 29. Derrière, on a quand même aussi on a quand même de la grosse qualité de shooteuse dans notre championnat. Il y a Mélanie Plus 2 fois, parce qu'en fait, Mélanie Plus, elle a joué un petit peu pour Mondeville et aussi pour Saint-Amand. Donc j'imagine que ça doit être des stats doublés. J'ai pris ça sur le site internet de la Ligue féminine de basket. Je vais en profiter pour faire un petit coucou à pas mal de monde. Là, on a Anaïs qui est là. Bonjour Anaïs, salut François, salut Kyria, salut Julie, salut Laurent, salut Max, salut Adrien, salut Florian, salut Élise, salut Max, je te dis bonsoir jeune homme aussi. Merci d'être là, ça fait plaisir. Je vais reprendre un petit peu, parce que je vais passer, en fait, je me suis attardé sur le match Tarbes-Montpellier, j'ai beaucoup parlé de Montpellier, on va parler un petit peu de Tarbes également. Alors, côté Tarbes, c'est assez marrant, alors on voit tout de suite que forcément au niveau de la rotation, on n'a pas les mêmes moyens que Montpellier, on doit s'appuyer non pas sur 9 joueuses, mais plutôt sur 7 joueuses, avec jeudi Cornélie qui a fait quand même un petit peu, un peu de temps de jeu. Mais c'est un petit peu pareil, puisqu'on a une joueuse qui a été assez dominante en termes d'évaluation, qui est Alexis Prince, qui a mis 20 points, qui a pris 6 rebonds, qui a provoqué 6 fautes. J'ai oublié d'en parler d'ailleurs, Elena Siak avait provoqué 5 fautes aussi. Donc vraiment une joueuse qui a une emprise au niveau, au niveau de l'évaluation, marquer des points, prendre des rebonds, au niveau de on va dire de la largeur de la palette qu'on peut apporter au niveau statistique à son équipe, et puis aussi au niveau, bien sûr, de l'impact sur le résultat. Et on avait une très bonne shooteuse aussi du côté de Tarbes, qui elle sortait du banc, c'est Dandra Ramos, c'est l'américaine qui est arrivée, américaine avec un passeport ukrainien, me semble-t-il, qui est arrivée cet hiver à Tarbes, et qui nous a fait carrément un 3 sur 3 à 3 points. Et donc, puis un taux de réussite à 71%, extrêmement propre de la part de cette joueuse tarbaise que je connais très peu, mais qui en tout cas a l'air d'être une très bonne recrue pour l'équipe de Tarbes dans l'optique des playoffs et des playdowns, pardon, pour Tarbes. Ça peut être très très intéressant. Alors, pour la suite, on va passer au dernier enjeu. Quel est qu'est-ce qui va se passer? Il reste une journée avant la fin. Il y a un enseignement à tirer déjà, c'est que Lyon ne pourra pas être deuxième. Lyon est premier de la saison régulière, parce que tout simplement la seule équipe qui pourrait la rejoindre au nombre de points, c'est Bourges, mais au point avérage particulier, Bourges a perdu 2 fois contre Lyon, donc Lyon de toute façon ne peut plus être dépassé. En revanche, concernant la deuxième place, là, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, Montpellier a déjà battu Bourges en saison régulière, ça s'était passé à Bourges. Et donc Montpellier, en cas de victoire lors de la dernière journée, comme vous pouvez le voir, Montpellier va accueillir Bourges samedi. Et donc, en cas de victoire de Montpellier, Montpellier va rejoindre Bourges avec 17 victoires. Et donc sera forcément avantagé au niveau du point avérage particulier. Et donc, je l'annonce, en cas de défaite de Bourges sur le terrain de Montpellier samedi, c'est Montpellier donc qui sera deuxième et Bourges sera troisième. Ensuite, concernant la 4e place, c'était même déjà verrouillé avant cette 21e journée. Charleville ne pouvait pas être rejoint. Concernant la 5e et la 6e place, eh bien, on a une égalité de points. Et donc, en fait, La Roche est devant à égalité de points, à la faveur donc du point avérage particulier. Et donc, ce qui va déterminer finalement le classement entre ces deux équipes, c'est s'il y a une des deux équipes qui perd, enfin, surtout si La Roche, en fait, si La Roche gagne, La Roche est sûr d'être 5e. Si La Roche perd et que Basketland perd également, c'est La Roche qui sera toujours 5e. Si La Roche perd et que Basketland gagne sur le terrain de Villeneuve, là, la 5e place appartiendra donc à Basketland. Donc toujours dans le but d'essayer d'avoir la meilleure position possible, entre guillemets, pour jouer l'équipe la plus faible.
Donc pour essayer, enfin pour jouer l'équipe la plus faible, la moins bien classée des 4 premiers, ce qui pour le cas est Charleville, et essayer d'éviter un petit peu les trois ogres dès le premier tour de play-off. Alors pour la suite, pour la 7e, 8e, 9e place, ah là 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 là, c'est un casse-tête. C'est un énorme casse-tête. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Alors, je vais vous montrer ça. Attention, prenez une aspirine. Je vous explique comment ça se passe pour la 7e, 8e et 9e place du classement lors de la dernière journée de championnat. Nous avons un duel entre 3 équipes, donc un triel, je ne sais pas comment on dit, un trio. Un trio entre Villeneuve, Landerneau et Tarbes. Villeneuve et Landerneau ont 9 victoires. Tarbes a donc uniquement 8 victoires. Donc vous avez le programme. Villeneuve va recevoir Basketland, Tarbes va se déplacer au Hainaut, et Landerneau, voilà. Landerneau se déplace à Mondeville, la Lanterne Rouge. Allez, comment ça se passe? Au niveau du point avérage particulier, Tarbes a plus 4 sur Villeneuve et moins 7 sur Landerneau. Mais Villeneuve a 2 victoires sur Landerneau. Donc au point avérage particulier, si on les prend un par un, Tarbes a l'avantage sur Villeneuve, Landerneau a l'avantage sur Tarbes, et Villeneuve a l'avantage sur Landerneau. Vous comprenez que ça commence déjà à être compliqué. Au cas où il y aurait 9 victoires partout, c'est-à-dire une défaite de Villeneuve, une défaite de Landerneau et une victoire de Tarbes, tout le monde est à 9. Et à ce moment-là, c'est l'ensemble des points sur les 6 rencontres de ces équipes-là qui comptent. Et donc j'ai fait le calcul, voilà, et ce serait Villeneuve qui aurait le meilleur total, Landerneau qui aurait le moins bon total, et Tarbes donc qui aurait le deuxième total. Et donc à ce moment-là, si on se retrouve à 9 points, eh bien c'est Villeneuve et Tarbes en play-off et Landerneau en play-down. Donc qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait... Allez, on va essayer de faire un petit peu tous les scénarios. Je vais vous épargner ça. Voilà, on va faire tous les scénarios. Si Villeneuve gagne face à Basketland, de toute façon, Villeneuve restera 7e, quoi qu'il arrive. Si Villeneuve perd face à Basketland, et que dans le même temps, Landerneau gagne, et que Tarbes gagne, là, Villeneuve se retrouve 9e. Landerneau, il suffit que, voilà, si Landerneau gagne, ça passe. Si Landerneau perd et que Villeneuve gagne, c'est incroyable. Et même si Tarbes gagne, en fait, Landerneau est maintenu. Le scénario pour que Landerneau descende, enfin pas descende, mais descende à la 9e place, et donc joue les playdowns, ce serait vraiment une défaite de leur part, une défaite de Villeneuve et une victoire de Tarbes. Pour que Tarbes reste à sa place, bon, il faut un statu quo, soit que les 3 équipes gagnent, soit que en fait, si Tarbes perd, de toute façon, Tarbes ne pourra pas accrocher la 8e place. Et si tout le monde gagne, elles ne pourront pas accrocher la 8e place non plus. Ce qu'il faudrait, c'est soit, pour Tarbes, il faudrait soit une défaite de Villeneuve et une victoire de Landerneau, tout en gagnant, il faut que Tarbes gagne, soit 2 défaites de Landerneau et de Villeneuve. C'est pas bon ce que j'ai dit, je pense. Tarbes a l'avantage sur Villeneuve. Ah si, c'est ça. Bon allez. En tout cas, chaque équipe doit se dire qu'elle doit essayer de gagner, ça c'est sûr. Et puis voilà, et on fera peut-être un peu des calculs d'apothicaire finalement à la fin. Mais c'est marrant, c'est un cas assez complexe où vraiment tout peut se passer. Et on verra ce qui se passe. Ayant vu le match de Villeneuve, ce serait vraiment... face à Bourges, ils ont fait vraiment un beau match, un match d'Euroleague en fait. Ce serait vraiment dommage pour l'équipe d'être en play-down, mais c'est possible. Et puis Basketland, c'est vraiment pas une équipe facile à battre. Basketland en plus a un enjeu, peut vraiment... pour essayer d'aller le plus loin possible dans les playoffs, essayer de vraiment accrocher la 5e place, même s'ils étaient très contents d'obtenir déjà la 6e place synonyme de qualification européenne. Mais vraiment, ce ne sera pas fait. Il y aura déjà un beau match à Villeneuve
pour la réception de Basketland. On va passer au sujet suivant. Mais on parle de Villeneuve justement. La fin d'un cycle à Villeneuve. Alors cette semaine a été riche en annonces du côté de Villeneuve, puisque le coach Fred Dussart a annoncé qu'il quittait ses fonctions. En fait, d'un commun accord entre le président et l'entraîneur, il a été décidé de ne pas poursuivre l'année prochaine, alors que Fred Dussart avait encore 1 an de contrat. Et en plus, Virginie Brémont a également annoncé qu'elle quittait le club. Et donc, en fait, je voudrais revenir quand même sur ce duo gagnant qui a fait les beaux jours de Villeneuve d'Ascq pendant 5 saisons. Alors, Fred Dussart a été au club depuis 14 ans. Il a pris les rênes de l'équipe première sur la saison 2011-2012. Et Virginie est arrivée donc il y a 5 saisons, lors de la saison 2014-2015. Et regardez ce qui s'est passé quand même depuis 2014-2015 et l'association entre un coach et sa meneuse. Vous savez très bien que c'est très très important. Ils ont gagné l'Eurocoupe en 2014-2015. Fred Dussart cette année-là a d'ailleurs été nommé entraîneur de l'année. Les 4 saisons qui ont suivi, Villeneuve s'est qualifié pour l'Euroleague, avec parfois vraiment des beaux exploits. En 2015-2016, Villeneuve est reversé de l'Euroleague en Eurocoupe et va jusqu'en finale et se fait battre par Bourges en finale. Et enfin, en 2016-2017, titre de champion de France, vraiment acquis avec une très très belle équipe à la fin d'une très belle saison au niveau de Villeneuve. Donc voilà, une page se tourne en fait du côté de Villeneuve. On peut dire que c'est notamment le coach bâtisseur de cette équipe qui quitte le navire villeneuvois et aussi vraiment la meneuse emblématique. On peut, sans faire offense à qui que ce soit, je pense qu'on peut parler du meilleur coach de l'histoire du club et de la meilleure meneuse de l'histoire du club. En tout cas, les personnes qui ont le plus marqué, même si Villeneuve est un club relativement jeune forcément, mais il faut bien des pionniers pour écrire une grande histoire. Et vraiment, rendons hommage à ces 2 personnes. Alors, ils ne s'arrêtent pas, hein, mais on les verra ailleurs probablement, en tout cas je l'espère, et ce sera un vrai plaisir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Fred Dussart, quand j'ai souhaité l'interviewer après le match du Hainaut, l'annonce n'avait pas encore été faite, et c'est la première fois en 3 ans qu'il n'a pas souhaité répondre à mes questions. C'est sûrement la personne que j'ai le plus interviewée depuis que WeBasket est créé, et j'avais trouvé ça vraiment... Enfin, personnellement, j'avais trouvé ça inquiétant, et quelques jours après, il y a eu l'annonce de son départ. En tout cas, je leur souhaite voilà, le meilleur avenir en dehors de l'ESBVA, mais aussi une belle fin de saison au niveau de l'ESBVA. Je pense que tout le club et tous les supporters sauront leur rendre hommage à tous les 2. De toute manière, je leur fais confiance. Autre chose quand même, je vais jeter un œil s'il n'y a pas des commentaires quand même. Bonjour Célia, bonjour Yannick, bonjour Guillaume, bonjour Nicolas, bonjour Marie-Michel. François me dit que je me complique, oui, j'imagine avec l'histoire de la 7e, 8e et 9e place, c'est très compliqué. Mais bon, j'aime bien en parler quand même. Une aspirine, ok. Alors Laurent Mahé me parle des supporters. C'était à propos de quoi? Je sais pas, peut-être au niveau de Villeneuve, les supporters, je pense qu'ils vont pas quitter Villeneuve. On va parler maintenant de l'autre actu, qui est la fin d'un cycle à Villeneuve, la fin d'un cycle à Bourges. En fait, il y a eu une annonce hier, j'ai cru vraiment que c'était un 1er avril, mais c'est l'annonce de la fin de la présidence de Pierre Fossé. Alors Pierre Fossé, c'est juste incroyable, même si apparemment c'était dans les tuyaux depuis quelque temps, c'était évoqué, il en avait déjà parlé, mais là vraiment ça a été acté. Alors hier, le 1er avril, Pierre Fossé, il y a une annonce, vous voyez, là, ici il y a la date qui est notée. Pierre Fossé annonce qu'il ne sera plus président du Tango Bourges Basket. Alors même chose, bon là c'est 25 ans, mais c'est quasiment un pan de l'histoire du basket féminin français. Parce que tout simplement,
l'immense histoire du Bourges Basket est liée à Pierre Fossé. Donc forcément, 14 titres de champion de France, bah oui, tous les titres de Bourges Basket ont été gagnés sous la présidence de Pierre Fossé, les 8 Coupes de France, les 3 Euroleague, l'Eurocoupe, la Coupe Ronchetti, voilà, c'était dans les années 90. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. C'est aussi une page qui se tourne. Alors, c'est assez drôle parce qu'en fait, on a vraiment les deux clubs qui ont dominé le basket ces dernières années. Bon, bien entendu, Bourges depuis beaucoup plus longtemps, mais Villeneuve était vraiment le nouvel arrivant, un petit peu successeur de Valenciennes, ben voilà, pour concurrencer Bourges. Et on a tout simplement les deux derniers champions en titre, hein, en 2017 et 2018, qui tournent vraiment des pages. Alors en plus, à côté de ça, on a vraiment deux gros outsiders qui sont arrivés. Cette année, Montpellier avec une superbe équipe et Lyon qui construit quelque chose de gros aussi. Et Lyon qui est déjà premier de saison régulière et Montpellier qui est en finale d'Eurocoupe. Donc on a vraiment des gros challengers qui arrivent. Et en même temps, donc les deux gros clubs qui étaient là en place qui tournent une page. Donc c'est assez drôle. J'imagine, en tout cas j'ai déjà lu pas mal d'inquiétudes du côté des supporters de ces deux clubs, ce qui est tout à fait légitime, hein, puisque c'est vraiment des choses. Salut Fred, salut. C'est vraiment des questions qu'on peut se poser. Comment ces deux clubs, ces deux gros clubs, qui sont très importants, et alors en plus d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue populaire, hein, vraiment, on a deux gros pools de supporters. Hein, vraiment à Bourges et à Villeneuve, c'est sur le paysage. Voilà, sur la cartographie du basket féminin français, ce sont deux clubs très importants au niveau populaire. Donc à voir comment ils sauront se transformer dès la saison prochaine. Il y a pas mal de changements, vraiment, pas mal de changements pour ces deux clubs-là, avec les deux autres gros clubs qui sont arrivés en force, qui sont Montpellier et Lyon, sans oublier aussi Charleville qui construit depuis des années et des années. Donc on a vraiment maintenant beaucoup de gros clubs qui ont des ambitions. À voir comment ça va se passer du côté de Bourges et de Villeneuve. Alors, on va parler du sujet suivant. Salut Stéphane, j'espère que tu vas bien. On va parler du sujet suivant, qui est l'Eurocoupe, la finale, bien entendu. C'est demain, la finale, attention à 16h, heure russe. On joue en Russie au niveau de la finale de l'Eurocoupe. Ça se joue, donc on va parler du sujet suivant, voilà. Je vous fais une petite capture d'écran sur ce qu'on propose maintenant sur WeBasket depuis quelques semaines. Vraiment, on vous sélectionne les matchs qui sont en live, alors que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Dailymotion, sur les réseaux divers et variés de streaming en direct. Et donc nous, on vous fait vraiment la sélection des matchs les plus importants et qui concernent grosso modo les équipes françaises. Donc vous pourrez suivre bien entendu le live demain à partir de 16h sur WeBasket TV, sur le site, et également bien entendu sur la chaîne YouTube de la FIBA. Et vous pouvez déjà voir par ailleurs effectivement les 5 réactions d'après-match qui ont été publiées par rapport au match de ce week-end entre Villeneuve et Bourges. On va terminer avec un point quand même sur cette équipe d'Orenbourg que franchement je connaissais très peu et j'ai compris pourquoi, puisque effectivement Orenbourg s'appuie sur 4 joueuses qui ont un temps de jeu très important. C'est des joueuses qui ont plus de 30 minutes par match. Ici, ce sont les statistiques uniquement de l'Eurocoupe, mais on retrouve à peu près, en tout cas, les mêmes temps de jeu en Euroleague, et puis un peu toujours la même répartition. On a deux arrières qui sont Sandra Higueravide, qui est espagnole, et Erika Wheeler, qui est américaine. Donc on a peut-être, d'ailleurs, elles sont peut-être un peu toutes les deux combos. Je ne les connais pas vraiment, bien entendu, mais elles sont à la fois scoreuses et à la fois passeuses, hein, toutes les deux. Et ensuite, on a deux intérieurs qui sont Laura Nichols, là, qui est un tout petit peu plus connue, notamment pour ses sélections en équipe d'Espagne, et puis Brionna Jones, qui est américaine aussi. Tiens, c'est vrai que ça a coupé au niveau de l'écran. Et donc, vraiment 4 très grosses joueuses. Et alors, contrairement finalement à l'équipe de Montpellier, qui elle a un gros roster qui va avoir un gros apport du banc pour pouvoir embêter cette équipe. Là, cette équipe elle s'appuie vraiment sur ces 4 joueuses là
Et ensuite, on a une rotation sur le poste d'ailière, probablement, où là, il y a un peu plus de joueuses russes et ukrainiennes. Parce que comme vous le voyez, effectivement, une équipe russe avec 2 américaines et 2 espagnoles, ça vous fait 4 grandes joueuses sur 5. Je regarde, y a-t-il des questions, ou y a-t-il des points que vous souhaitez aborder? Si vous voulez évoquer un thème, bah, c'est le moment. Si vous voulez rebondir sur une chose que j'ai évoquée, n'hésitez pas. Hop, hop, c'est votre moment, c'est votre thème. Allez, je vous laisse quelques secondes et puis après, on aura fait le tour. En tout cas, merci d'avoir été très nombreux aujourd'hui. J'ai un peu plus de monde que la dernière fois. Ça fait plaisir. Ça a mis pas mal de temps à préparer. Je me pose encore vraiment la question de savoir si je vais continuer à faire ça en mode live ou si je vais vous faire un enregistrement que je publierai à heure fixe. Parce que c'est pas mal de boulot et en fait le live ça apporte une contrainte notamment de réalisation en direct et je me demande si ça apporte autant de fluidité ou aussi autant finalement de rigueur dans l'analyse et puis de concision dans ce que j'ai à vous livrer. Bon, apparemment je vois pas de commentaires particuliers, je vais remonter un petit peu, j'en ai peut-être loupé. Non, voilà. Bon, je pense qu'on a fait... Ah, je vois un nouveau commentaire. Tac, tac, tac. Ah! Salut François. Enfin, François, merci de cette question. Les pronos pour la dernière journée de Ligue féminine. La dernière journée de Ligue féminine. Tu les veux un par un, François? Allez, on va essayer de les faire un par un. Alors, Montpellier-Bourges. Ah, bon bah, suivant. Hainaut face à Tarbes. Sincèrement, je pense que Tarbes va vraiment essayer de gagner le match. Ah, sachant que c'est un peu compliqué. Il est intéressant ce match. Il est intéressant ce match. Je vais vous le remettre. Hop, c'est là. Hainaut face à Tarbes. En fait, c'est drôle parce que Tarbes peut jouer vraiment une place en play-off. Mais Hainaut ne voudra pas laisser une victoire à Tarbes au cas où Tarbes serait en play-down avec eux. Ça, c'est sûr. Le Hainaut me semble un peu en roue libre en cette fin de saison, et ce qui leur a permis notamment de gagner face à Villeneuve. Donc vraiment, tout peut se passer sur ce match. Je connais assez peu l'équipe de Tarbes. Donc je pourrais pas me prononcer là-dessus. Je pense, allez, je mettrai un ticket sur Tarbes quand même. Villeneuve Basketland, je pense que Villeneuve va gagner. Et même sincèrement, je l'espère, c'est pas contre Basketland du tout. Mais j'imagine pas Villeneuve ne pas être dans les playoffs, ce serait vraiment dur. Ça me paraîtrait vraiment sévère. Donc j'espère que elles feront tout simplement le même match qu'elles ont fait ce dimanche. Et puis en face, ce sera une bonne équipe aussi qui est plutôt en forme en ce moment, même si Basketland. En fait, Basketland, tout simplement, Basketland, c'est. Alors, le dernier match, elles ont gagné, bien entendu, mais les 2 matchs d'avant, elles ont chuté à Bourges et face à Bourges à domicile et à Montpellier, mais de très peu, quoi. De très très peu. Donc, vous voyez un peu, ça situe un petit peu le niveau de Basketland. Donc, ouais, très très dur. Très très compliqué. Nantes-Charleville, match sans enjeu. Nantes-Charleville. Donc je pense que Charleville va gagner, parce que Charleville doit vraiment être en préparation, notamment Charleville a un jeu collectif qui a besoin, je pense, d'être rodé tout le temps. Vraiment, ce sera une espèce d'entraînement de luxe pour Charleville au niveau de son jeu. En plus, il doit faire un peu de rotation avec les Américaines qui sont blessées. Mais je pense vraiment que Charleville va gagner le match, un petit peu comme ils ont gagné à Mandeville ce week-end. La Roche-Lyon, même chose, c'est un match très compliqué à pronostiquer puisque Lyon est sûr d'être premier. Et La Roche n'est pas sûr d'être cinquième. Donc il y aura peut-être un peu plus de motivation du côté de La Roche et peut-être du côté de Lyon une volonté de faire tourner un petit peu les organismes, de ménager un peu les organismes.
On sait qu'ils ont eu quand même pas mal de problèmes de blessures dernièrement, et je pense ils en veulent pas plus. Donc peut-être qu'il y a, si les gens veulent parier, il y a peut-être une cote, un petit quelque chose à prendre sur la victoire de La Roche face à Lyon, et en plus La Roche à domicile, c'est très costaud. Et Mondeville-Landerneau, alors malheureusement Mondeville, j'ai l'impression que c'est vraiment une très très mauvaise année pour elle. Et Landerneau qui pourrait être en play-down, de toute façon voudra gagner le match. Landerneau, s'il gagne le match, ils sont en play-off. Hein. Très très important. Et enfin Montpellier-Bourges, ben en fait, Montpellier-Bourges, allez, je vais essayer de me décider. Vous dites quoi vous sur Montpellier-Bourges? Euh, Montpellier-Bourges. Ayant vu les deux équipes récemment, j'étais vachement impressionné par Montpellier. Ouais. Bourges, Bourges, c'est quand même vraiment pas l'équipe facile à battre. Mais là, enfin, là, en plus, elles ont perdu Elodie Godin. Montpellier va essayer de faire tourner. Si Montpellier a pas de blessure, a pas de pépin, franchement, je pense que c'est. De toute façon, c'est la plus forte équipe du championnat, a priori, sur le papier. Hein. Enfin, Lyon a montré quand même qu'ils étaient très forts. Bourges est encore là. Mais j'ai vraiment l'impression que Montpellier, en plus, vraiment, l'intérêt pour Montpellier, c'est d'être deuxième lors de ce match-là. Et du coup, dans la question de François, il y avait aussi le prono pour la finale de l'Eurocup. Très compliqué, je suis pas. Enfin, il y avait que deux matchs d'Eurocup et je suis pas allé voir le bilan d'Orenbourg en Euroleague. De mémoire, elles ont terminé cinquième. Elles ont failli être quatrième, hein, d'ailleurs. Elles se sont fait avoir lors de la dernière journée, je crois, par Polkovice. Sinon, c'était elles qui étaient quatrième. Donc, grosse équipe d'Euroleague quand même. Hein. Je pense qu'en Russie, enfin, tout l'enjeu pour les joueuses de Montpellier qui sont déjà en Russie, là, qui sont arrivées, je crois, soit hier, soit ce matin, après un très très long voyage, genre 3 avions et puis un bus. Euh, Vraiment, l'enjeu pour Montpellier, ça va être d'avoir le meilleur résultat possible et surtout de se battre sur chaque point pour, si on perd le match, ce serait de perdre le moins possible. Et au match retour, je pense que tout est possible avec la confiance qui sera insufflée par les supporters, parce que Montpellier, c'est une équipe très très à droite. Je suis allé voir un petit peu là encore, c'est l'équipe la plus à droite de Ligue féminine. Il y a des shooteuses partout. Enfin, je vous ai montré tout à l'heure la propreté des statistiques d'Ornella Bancolé. Et Ornella Bancolé, c'est quand même pas, entre guillemets, la plus connue. J'ai vu aussi que le taux de réussite d'Alix Duché avait considérablement augmenté cette année. Toute l'équipe travaille au shoot et je pense en plus qu'elles s'entraînent entre elles et qu'elles s'entraident entre elles pour améliorer leur shoot. Donc si l'équipe est bien rodée à domicile, je pense que de toute façon Montpellier gagnera le match à domicile lors du match retour. Et la question, c'est de savoir quel est l'écart. Est-ce que on se prend un gros éclat en Russie, à ce moment-là il faudra revenir très fort et gagner très fort. On a vu en demi-finale face à Gironde qu'elles sont capables de mettre un gros éclat à peu près à tout le monde. Maintenant, je pense vraiment, sincèrement, je pense que Montpellier va gagner cette Coupe d'Europe. Ce sera magnifique. Après, voilà, tout à fait récemment, après donc Villeneuve en 2015 et Bourges en 2016. Et les années avant, je crois qu'il y avait eu, c'était Challes-les-Eaux, je crois, qui avait remporté. C'est pas possible, Challes-les-Eaux. Ça fait un bail. Il y a des clubs qui disparaissent comme ça. Je regarde s'il y a une autre question. Guillaume. J'ai peur que le vice-champion Tarbes passe à la trappe. Donc t'imagines que Tarbes va rester à la 9e place. Ça me semble assez logique. Je pense que vraiment Landerneau, tout comme Villeneuve, d'ailleurs dans mon pronostic, je les ai mis tous les deux gagnants. Mais vraiment, le point d'interrogation, c'est Villeneuve. Hein, parce que c'est Villeneuve qui a le match le plus difficile. Y a-t-il... Oui, effectivement, Elodie Godin absente, je l'ai évoqué un tout petit peu. Elodie Godin qui souffre d'une rupture partielle du tendon d'Achille. Vraiment, ça c'est vraiment une très mauvaise blessure. Donc saison terminée pour Elodie Godin. On lui souhaite bon courage. Il y a pas mal de cases quand même dans le basket en général et en ligue féminine. Hein. On a des grosses blessures. On a eu Kendra Cherry il y a quelques temps. Je me rappelle de Maud Mélénou aussi qui a une blessure
2 blessures de fatigue aux 2 pieds. Donc voilà, ça reste quand même du sport de haut niveau où les risques de blessures existent en tout cas. Donc attention, effectivement, il faut savoir s'entraîner, mais aussi savoir prendre soin de son corps et être à l'écoute de son corps, j'imagine. Bien, je vous remercie. Je pense qu'on va arrêter là. Je vous remercie vraiment de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si le mode live vous convient ou si vous préfériez que je fasse une vidéo, entre guillemets, une vidéo un petit peu documentée, mais enregistrée en fait, où je vous livrerai voilà, sans forcément d'interaction et peut-être même, enfin, du coup, de façon peut-être un petit peu plus efficace l'information avec à la fois le côté slideshow et puis à la fois voilà, le côté doc. Donc bah, je suis très, très intéressé par vos retours, ce que vous souhaitez, si vous souhaitez des améliorations, des petites choses. Alors ouais, est-ce que vous voulez plutôt un mode enregistré ou un mode live? Dites-moi. En tout cas, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Le live c'est bien, me dit Elsa. On verra ce qu'en pensent les autres. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao.